Voilà. Connectez-vous, c'est important. Connectez-vous, c'est important. Importante. Voilà. Et vous allez écouter la folie de Soro Guillaume. Après son intervention, nous allons poursuivre. Donc, je mets la vidéo. Je mets la vidéo et vous allez écouter Guillaume Soro. Et voilà ici. Je suis venu vous dire, c'est qu'il faut qu'on se mobilise. Je sais que parmi vous, certains quelquefois disent, ah, mais le leader a dit que Ouattara ne sera plus président. Le leader a dit qu'il n'y aura pas d'élection. Mais s'il y a élection, ça va être la honte pour nous. Bon, quand moi j'ai dit qu'il n'y a pas d'élection là, quand j'ai dit qu'il n'y a pas d'élection le 31, pourquoi vous êtes inquiets? C'est moi j'ai dit non? Ou bien c'est pas? J'ai dit ça. Vous êtes inquiets maintenant. J'ai dit, je vous dis à vous, ceux qui n'ont pas encore bien compris, je dis, Ouattara n'est pas le prochain président. Je vous dis, il n'est pas le prochain président. Donc, vous, ce que vous devez faire, il faut mobiliser les populations sur le terrain. Bon, quelqu'un m'a dit, oui, mais Guillaume, même s'il y a 2 personnes qui votent, Ouattara va s'autoproclamer. J'ai dit, mais s'il s'autoproclame, on ne va pas le reconnaître comme président. C'est tout. Il sera président de ces 2 personnes-là, mais pas le président de la République. Parce que nous, opposition, nous allons nous organiser avec les Nations Unies et tout le monde pour enclencher un processus électoral démocratique, transparent, inclusif, qui permettra au peuple seul souverain de Côte d'Ivoire de choisir le président qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Moi, je vous dis une chose. Les gens, j'entends certains faire, ah oui, Guillaume, non. Moi là, ça dit que moi là, je ne me bats pas forcément pour que, dès qu'à la 100 ans, je suis président, c'est pas ça qui m'intéresse. Je ne suis pas un omnibulé du pouvoir. Je n'ai aucune obsession. Je me bats pour que la Côte d'Ivoire... Si c'est le pouvoir que je voulais, Alassane n'aurait jamais été président de la République. Le jour où on a arrêté Gbagbo, aussi bien Gbagbo, Bédié, ils étaient sous ma sécurité. J'aurais pu prendre le pouvoir. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je vous le dis, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi là, ceux qui me connaissent et qui m'ont connu à l'université, je suis contre les présidences à vie. C'est pas aujourd'hui. Quand j'étais à l'université, demandé à Laurent Gbagbo, j'ai fait mon premier mandat à la tête de la FESI. Quand il m'a demandé de faire un second mandat, j'ai dit non. Je suis parti. Et dans ma vie, il y a mes moments de démission que j'assume. Et c'est pourquoi Ouattara, il ne me connaissait pas. C'est pourquoi il pensait que le petit poste de président de l'Assemblée, là, il allait me prendre, me traîner comme un caniche, comme les autres. J'ai dit non, je suis parti. Et j'ai assumé. Je l'ai entendu dire qu'il va me donner la prison à perpétuité. J'ai vu ça ce matin. Vraiment, je ne sais pas si... Bon, je n'ai pas utilisé de mots après avoir dit Guillaume Soro utilise des mots. Bon, je ne sais pas si c'est la sénilité. Parce que quand quelqu'un est vieux, il peut... Ouais, non. Voilà. Sinon, comme Alassane n'est jamais allé en prison, c'est pas dans sa bouche là. Prison là, c'est facile. Mais Dieu inscrit dans le destin de chacun. J'espère que Dieu inscrit dans son destin prison. Allez,
se mobilise sur le terrain. Alassane, là, pour moi, c'est fini. Maintenant, il faut que les Ivoiriens ne se trompent pas de combat. Jamais. Parce que Alassane a voulu faire en sorte que toutes les autres régions de la Côte d'Ivoire s'unissent contre le Nord. Le Nord n'est pas votre ennemi. Moi, je suis du Nord. Et on dit, ah oui, les Djoulas, ce n'est pas les Djoulas qui tuent, c'est Alassane et son RIDP. Il faudra que quand Alassane parte là, on fasse la réconciliation entre nous. Qu'il n'y ait pas de nord, de sud, d'est, d'ouest, sans qu'il y ait le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que Alassane, il fait ça là, vous savez pourquoi? Pour dire à la France et aux Nations Unies, je suis le seul à même de garantir la stabilité de la Côte d'Ivoire. Si je ne suis pas là, les ethnies vont s'entretuer. C'est ce qu'il veut leur faire passer comme message. Donc ne nous trompons pas, ne l'aidons pas dans son combat. Ne l'aidons pas dans son combat. Nous, on doit montrer que le seul problème de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Tant qu'il sera en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de paix, encore moins de stabilité en Côte d'Ivoire. Ça, il faut qu'on le dise, mais il faut que les gens le comprennent. Il faut que l'Occident le comprenne. Il faut que les Nations Unies comprennent. Tant que Alassane est en Côte d'Ivoire, là, il n'y aura pas de paix. Voilà. Et donc, je vois, on dit Guillaume est allé à Dabou, machin, etc. Moi, j'ai besoin d'aller à Dabou. J'ai besoin d'aller à Dabou. Pour dire aux gens qu'on est en train de vous tuer, défendez-vous. Président, sans vous couper, toutes les populations de Dabou vous transmettent leurs affections. Voilà. Donc, ils veulent distraire les gens. Ne vous laissez pas distraire. Alassane pensait que j'allais aller dans le sens de coup d'État. Et puis il allait dire au plan, oui, je vous ai dit, ce monsieur-là, c'est un putschiste éternel. Je ne suis pas allé dans ce sens-là, je l'ai dribblé. Je suis allé sur le droit où il ne m'attendait pas. Je l'ai battu de façon cinglante à 2 reprises. Je suis allé au plan de la diplomatie. Aujourd'hui, lui, il est président. Moi, je suis chômeur. Mais la CEDEAO, là, on a divisé les présidents. J'ai pour moi déjà... Lui, il est président de la République. Moi, je suis chômeur à Paris. Mais j'ai mes présidents dedans. Lui, là, c'est président dedans. Et puis, on se lutte dedans. Au niveau... C'est la vérité. Hein? Au niveau diplomatique, je lui ai arraché les États-Unis. Il ne peut rien dire aux États-Unis. Voilà. Donc, ici à Paris, on s'est battu, on s'est saisi. Moi, j'ai pris Macron. Parce qu'il croyait, il racontait à tout le monde, RIDP unifié, j'ai tous les partis, j'ai Afin Guesta, j'ai tel ici. Je l'ai battu là. J'ai pris, c'est-à-dire, Bédier. Et moi, on se parle tous les jours. Bravo, on se parle tous les jours. Afi, on se parle. Donc, au niveau politique, on a battu. Toute l'opposition est unie. Toute l'opposition est ensemble.
Il ne reste que lui-même. Le Kiki. Le Kagame. Donc, chers amis, je vous demande, je suis donc venu vous dire, n'ayez aucun doute, n'ayez aucune crainte. Je suis là. Et je suis là, quelquefois je me tais, parce que j'ai mes aînés. C'est eux qui doivent être au devant et honorés. Mais sachez que jamais je ne lâcherai. Alassane m'a déclaré la guerre. Il va me mettre la perpétuité. Dites-lui que j'ai entendu. Le peuple sénégalais a entendu. Le peuple de Côte d'Ivoire a entendu. Le peuple africain a entendu. Voilà quelqu'un qui n'est même pas encore élu président qui menace les gens. C'est-à-dire que même, tu n'es même pas encore élu. D'ordinaire, on s'attend à ce que tu blagues les gens pour les séduire. Tu dis, je suis élu, Bédier il va aller en prison. C'est toi-même qui vas aller en prison. Non, il s'amuse. Parce que moi j'ai pitié pour Ouattara. Il ne se rend même pas compte. J'ai pitié pour lui. Parce qu'il a tellement remonté les Ivoiriens. Si moi, Guillaume Soro, qui a été en dévotion pour Ouattara, je suis en mesure de parler comme ça, et les autres. Il ne se rend même pas compte. Et personne n'est là pour lui dire, président, fais attention, quand on est chef d'État, tout n'est pas permis. Chers amis, je vous remercie. Faut arrêter ce petit jeu avec moi. Ok. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Dieu complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mordon, appelez-moi Boubou, laisse-moi mourir 5 heures, plein droit, El Padrino, Camari, des Oblamoudia. Vous avez tous écouté les déclarations de Guillaume Soro. Moi, j'aimerais interpeller le RADP ici. Ne minimisons pas, je dis bien ne minimisons pas les déclarations de Guillaume Soro. S'il lance le défi au chef d'État de la Côte d'Ivoire, il lance le défi à son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara, Soro Guillaume sait sur quoi il compte. Parce que quelqu'un qui n'est pas assis sur quelque chose, lorsqu'on lui dit que toi, on va t'extrader pour te conduire en prison à perpétuité, automatiquement, la personne se tait et lance l'offensive diplomatique pour ne pas qu'au cas où le président Alassane, une fois réuni, ne puisse pas l'extrader et le conduire en prison. Mais lorsque Soro Guillaume apprend ça, il dit c'est Alassane lui-même qui va aller en prison et qu'il ne s'en rend pas compte de ce qui l'attend. Et que lui, Soro Guillaume, il n'ira pas en prison et que c'est Ouattara qui va aller en prison. Donc, ce monsieur, il est trop gonflé, ce monsieur, il est trop insolent. Sur quoi il compte? Question. Et lorsqu'il dit il a déjà pris Macron et qu'il a arraché les États-Unis de façon diplomatique à Alassane Ouattara, bon, on peut aussi essayer d'éclairer les Ivoiriens. Parce que le problème, si le gouvernement de la France n'était pas dans la protection de Soro Guillaume, il y a longtemps, la France aurait déjà extradé Soro Guillaume. Mais depuis que la Côte d'Ivoire lance des mandats d'arrêt, la France refuse d'extrader Soro Guillaume. Donc, d'une part, Soro Guillaume, peut-être, il dit la vérité. Sur ce côté-là, il veut dire aux Ivoiriens, par cette déclaration, que la France le supporte. Que la France le protège. C'est ce qu'il veut dire. Mais il ne veut pas dire ça officiellement comme ça pour dire la France me protège. Voilà pourquoi il dit diplomatiquement parlant, lui, il a arraché Macron à Alassane Ouattara. Voilà pourquoi les autorités françaises refusent d'extrader Soro Guillaume. Sinon, ça fait combien de temps la Côte d'Ivoire envoie des preuves au service de renseignement français et au gouvernement français pour dire que Soro Guillaume prépare un coup d'État. Ils ont découvert des armes. Voici les écoutes téléphoniques. Mais la France dit non, ça, ce sont des accusations politiques. C'est parce que Soro Guillaume s'est déclaré candidat. Voilà pourquoi le gouvernement ivoirien produit toutes ces preuves dans le but d'écarter Soro Guillaume. Or, pourtant, ils sont au courant. La France est bel et bien informée. Et ce sont les services de renseignement français qui ont aidé
les services de renseignement ivoiriens a intercepté les écoutes téléphoniques. Mais malgré tout ça, Macron refuse. Donc, vous comprenez que ce n'est pas aujourd'hui, pour tous ceux qui me suivent, j'ai toujours dit que la France joue un double jeu. J'ai toujours dit cela. La France joue à un double jeu. La France, elle n'est pas cohérente. Parce que si elle voulait la paix réellement, et qu'elle soutenait Alassane Ouattara et le gouvernement de Ouattara dans son entièreté, mais la France n'allait pas permettre à un terroriste de rester sur son territoire et menacer les autorités ivoiriennes et la paix en Côte d'Ivoire, sachant bel et bien que la France a ses biens à protéger en Côte d'Ivoire. Mais lorsque la France laisse quelqu'un qui menace la paix en Côte d'Ivoire, la France, elle doit savoir que en menaçant la stabilité, elle-même, ses propres biens seront aussi menacés. Mais la France s'en fout et elle protège Guillaume Soro. Mais si Guillaume Soro n'a pas de séjour et puis il est sur le territoire français, mais écoutez, c'est que les autorités françaises cautionnent, cela. Non, 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 Aïcha, vous savez, ne vous laissez pas berner. Vous savez, il y a une, quoi là, une adjointe au maire, quelque chose de Paris. Lorsqu'on avait fait le dernier meeting du RADP, vous savez où ça s'est passé, à côté de quoi là? Mais elle s'était opposée, elle ne voulait pas que le meeting se passe sur le territoire français. Elle dit, elle ne peut plus cautionner que le meeting se déroule à Paris. Tant qu'elle sera adjointe au maire, qu'elle ne veut pas. Mais cette dernière, hier sur Twitter, elle a défendu Soro Guillaume en disant que Ouattara doit savoir que Soro Guillaume ne sera jamais extradé en Côte d'Ivoire. Et qu'il doit le savoir. Donc, vous comprenez, ce sont des gens qui... Mais là, je ne sais pas si c'est le préfet ou bien adjoint au préfet ou quoi, ou mais ce sont des gens de là-bas qui défendent Soro Guillaume. Et Macron, il voit les vidéos de Guillaume Soro. Si c'est faux, mais pourquoi il ne prend pas des décisions? Est-ce que c'est aujourd'hui la Côte d'Ivoire a envoyé des mandats d'arrêt? Si c'était quelqu'un d'autre, mais imaginons le cas d'IB. Quand IB était venu en France, lorsque la Côte d'Ivoire avait lancé un mandat d'arrêt à IB, automatiquement IB avait été arrêté. La France n'a même pas hésité à mettre la main sur IB. C'était pas autant de Sarkozy, c'est le président qui a quitté Jacques Chirac, c'était autant de Jacques Chirac. IB avait été arrêté en France. La France n'a pas perdu le temps. Parce qu'elle voyait IB comme quelqu'un qui était menaçant pour les intérêts français. Ils ont arrêté IB. Et c'est après la Côte d'Ivoire, ce sont les autorités ivoiriennes, à son temps, Laurent Gbagbo, qui avait levé le mandat d'arrêt, qui avait dit que la Côte d'Ivoire levait le mandat d'arrêt. C'est ainsi que la France avait libéré IB. Mais autour de Soro Guillaume, il vit en France et de là-bas, il organise tous les coups qui se passent en Côte d'Ivoire. Vous pensez que la France n'a pas de service de renseignement? Mais toute la technologie dont l'Europe dispose et tout, mais la France ne travaille pas seule. Entre services de renseignement européens, ils s'entraident. Donc, même la France est au courant et les autres services de renseignement des autres pays européens, ils savent ce qui se passe. Soro Guillaume, il est contrôlé. C'est fait et ses déplacements sont contrôlés. Mais malgré cela, ils sont au courant de tout ce que Soro Guillaume fait. Où il envoie l'argent, qui il appelle, qu'est-ce qu'il se dit? Quand il appelle les Soro, il appelle les Bédier, les trucs, les Afi, qu'est-ce qu'ils se disent? Mais la France sait ce que Soro dit. Le numéro français qu'il a là. Mais il s'est fait enregistrer. Et donc, tous les appels, et Soro n'est pas n'importe qui, ils savent que c'est un politicien, ils savent que c'est un rebelle. Donc, peut-être il est sous écoute en France. Mais ils savent tout ce que Soro Guillaume fait. Mais ils ne font rien pour l'arrêter. Les autorités, à travers la justice ivoirienne, demandent l'extradition de Guillaume Soro, la France le protège. Quand l'avion dans lequel Soro Guillaume était, qui est allé au Ghana, et les autorités ghanéennes ont refusé que Soro Guillaume descende là-bas, quand Soro Guillaume s'est retourné en Espagne, mais s'il s'est retrouvé en France, c'est parce que la France a demandé, la France a donné son accord pour que Soro Guillaume rentre. Mais vous pensez que quoi? C'est-à-dire qu'il ne peut pas quitter en Espagne sans avoir contacté les autorités françaises. Vous devez le savoir. Donc, une fois
son retour qu'il a fait sur l'Europe étant en Espagne, il a contacté les autorités françaises. Ce sont les autorités françaises qui lui ont demandé de quitter l'Allemagne, l'Espagne, pour venir en France. Et c'est ainsi qu'il est venu en France. Donc, il joue un double jeu. Parce que si les autorités françaises ne donnaient pas leurs accords, ou bien leur accord, Soro Guillaume n'allait pas quitter l'Espagne. Il allait rester en Espagne, et c'est en Espagne, il allait créer un domicile pour rester. Mais c'est parce que la France lui a demandé de quitter l'Espagne immédiatement pour venir en France, dans le but de le protéger. Et c'est ainsi qu'il s'est retourné en France. Depuis qu'il est en France, c'est là-bas qu'il est, et puis il fait tous les coups. Et il dit qu'il va lutter comme De Gaulle. Donc la France le protège. Voilà le vrai problème. Donc la France, on ne joue pas un jeu cohérent. Voilà pourquoi je demande aux autorités ivoiriennes de ne pas compter trop sur la France. Ouattara doit comprendre que la France, on ne joue pas un jeu franc. Parce que quand tu te dis que tu es un pays ami, tu coopères dans le domaine du terrorisme, dans le domaine des trucs, et quelqu'un qui menace l'intégrité territoriale d'un pays, et que les autorités de ce pays demandent aux autres autorités d'extrader ce dernier, et que les autorités de l'autre côté refusent de coopérer, en ce moment-là, ça devient bizarre. C'est que les autorités françaises ne jouent pas franc jeu. Imaginons que c'était un Français qui était logé en Côte d'Ivoire. J'aimerais que les gens comprennent. Un Français logé en Côte d'Ivoire, qui menace Macron matin, midi, soir, et qui dit qu'il va frapper le gouvernement de Macron, et qu'il va déstabiliser la France, et que la France fait une demande d'extradition aux autorités ivoiriennes, et les autorités ivoiriennes refusent. Vous pensez que la France, mais la France allait saisir l'ONU et essayer d'intervenir militairement pour dire la Côte d'Ivoire loge des terroristes, loge des djihadistes, dans le but de déstabiliser la France. Mais vous pensez que quoi? Si c'était eux là, ils allaient bombarder la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils allaient accuser la Côte d'Ivoire de pays terroristes, d'un pays qui loge les terroristes, qui coopère des terroristes. Mais vous n'avez pas vu les morts qui se sont déroulés, ce qui s'est passé dans ces derniers temps. Mais c'est Soro Guillaume, il y a des preuves. Mais malgré ces preuves, la France refuse d'extrader Soro. Qu'est-ce que vous dites? Vous allez dire non, la France n'est pas d'accord. Mais écoutez, quelqu'un dans ta maison, et tu dis tu as ton ami. Il menace ton ami de mort, et c'est toi qui le loges. Ton ami te demande, il dit ah, chasse-le de ta maison, et tu refuses de le chasser. Et puis il va dire non, tu n'es pas d'accord avec lui, et puis tu le loges chez toi. Tu le loges chez toi, et c'est chez toi, il organise tous les coups dans le but de faire du mal à l'autre ami que tu as de l'autre côté. C'est que tu es complice, mon frère ou ma soeur. Donc, j'aimerais demander aux membres du RADP de ne pas être ignorants. Parce que beaucoup sont ignorants. Quand on leur dit la vérité, ah, c'est faux. Vous voyez Soro, vous pensez qu'il ne peut pas avoir des liens. Détrompez-vous. Vous pensez que Soro ne peut pas avoir des liens diplomatiques. Il peut avoir des liens diplomatiques. Donc, réveillez-vous. Réveillez-vous. Et prions Dieu pour que Trump ne gagne pas aux États-Unis. Parce que Soro Guillaume a déjà corrompu le gouvernement de Trump. Et Trump, ce n'est pas quelqu'un qui est normal. Alassane a travaillé aux Amériques. En Amérique, il n'a pas... Trump, lui, il s'en fout. Il dit America first. Et Trump, ce qu'on lui dit, c'est ce qu'il croit. C'est un tintin. C'est un maboule. C'est un businessman. Si Soro Guillaume lui promet toute la Côte d'Ivoire pour dire une fois que vous aurez... mis Soro Guillaume au pouvoir, mais je vais vous donner toute la Côte d'Ivoire. Mais Trump, il est fier. Lui, il s'en fout de la position de la France. Lui, c'est un homme qui fait ses affaires. Il veut l'argent. Il veut des affaires pour l'Amérique. Automatiquement, il va dire, je soutiens Soro. Ce qu'Alassane va lui dire, il dit, je m'en fous, je ne t'écoute plus. Mais il y a des gens qui sont aux États-Unis qui soutiennent Alassane Ouattara. Mais vous savez qu'il y a deux positions aux États-Unis. Peut-être ce sont les démocrates qui soutiennent Alassane Ouattara. Mais eux, ils n'ont pas de poids en ce moment. Et c'est Trump qui a tout le poids. Donc, prions Dieu pour ne pas que Trump gagne. Pour que les démocrates gagnent aux États-Unis. Parce que n'oublions pas, Alassane Ouattara et Dominique Ouattara, lorsqu'il y avait la campagne présidentielle aux États-Unis, le gouvernement ivoirien avait apporté son soutien à Hillary Clinton. Malheureusement, c'est Trump qui a gagné. Donc, Soro Guillaume, connaissant cette histoire, il peut utiliser ça pour retourner Trump contre Alassane Ouattara et ses membres de gouvernement. Vous le savez très bien. Et Dominique Ouattara, elle a mis à Hillary Clinton. Mais Hillary Clinton, elle n'est pas pro-Trump. Elle est démocrate. Elle est dans le côté, elle est du côté de Barack Obama. Et Alassane Ouattara et Barack Obama se connaissent. Eux, Alassane Ouattara, ceux qui soutiennent
aux États-Unis, ce sont les démocrates. Et si c'était les démocrates qui étaient au pouvoir aux États-Unis, ils allaient apporter leur soutien à Alassane Ouattara. Puisque Hillary Clinton est là, Barack Obama est là, et tout ça. Mais Trump qui est là, lui, il s'en fout, il ne connaît pas Alassane Ouattara. Il ne le connaît pas. Il ne connaît pas Ouattara, il n'a jamais coopéré. C'est un businessman. Et c'est encore pire. C'est que lorsque Trump et Hillary Clinton se croisaient, Alassane a soutenu Hillary Clinton. Dominique Ouattara a soutenu Hillary Clinton. Donc Trump, il connaît. Soro Guillaume, c'est quelqu'un qui est malhonnête. Il sait tout ça. Là. Il peut saisir l'ambassadeur de la France, l'ambassadeur des États-Unis en France, pour lui expliquer tout ça et lui montrer les photos. Il va dire, donc Ouattara est notre ennemi. Il est l'ennemi de Trump. Attends, je vais appeler Donald Trump pour lui dire que le président ivoirien, c'est ton ennemi parce qu'il avait soutenu Hillary Clinton. Voici. Et Trump va dire, c'est quelqu'un qui est fou. Il va dire, donc c'est ça, Soro, on te soutient. Donc, il va avoir une opposition radicale vis-à-vis du gouvernement ivoirien. Est-ce que vous comprenez? Trump sait qui est Soro, mais Trump, lui, il s'en fout. Lui, c'est le jeton. C'est-à-dire, tu lui promets le bon marché, il est avec toi. Ah oui, mais vous pensez que les États-Unis, c'est quoi? Mais les États-Unis, c'est un État qui est là pour les affaires. Même le plus grand terroriste, s'il parle bien, ils vont coopérer avec lui. Vous n'avez jamais vu ça. Hein? Vous rigolez, hein? Donc, c'est ce que j'aimerais faire comprendre aux uns aux autres. Ne soyons pas trop sûrs. Pour dire non, tout ce qu'il dit, on doit prendre ça au sérieux. On doit faire très attention. Parce que tout ce qu'il dit là, il y a assez de mensonges, mais il y a des parts de vérité. On ne doit pas l'ignorer totalement. Et quand il se tape la poitrine, on va faire ça, il se base sur quoi pour se taper la poitrine? Si Soro Guillaume était convaincu à 100% que la communauté internationale, toute la communauté internationale était avec Alassane Ouattara, il n'allait pas se taper la poitrine. Parce qu'il allait craindre la CPI. Je dis bien, il allait craindre la CPI parce qu'il va se dire, si je défie Ouattara, pendant que je suis dans un pays étranger, la communauté internationale risque de tomber sur moi, puisque ce sont des amis d'Alassane Ouattara. Mais Soro Guillaume, s'il dit ça, ça veut dire au sein de la communauté internationale, il a su convaincre des gens qui lui sont maintenant fidèles, qui le protègent. Voilà pourquoi il lance ce genre de défis. Parce qu'il sait qu'aucune chasse venant de la communauté internationale ne peut tomber sur lui. Donc, du coup, Soro Guillaume est fier et il est sûr de lui. Voilà pourquoi il lance ce défi à Alassane Ouattara. Sinon, si ce n'était pas le cas, il allait la fermer, il allait négocier dans le but de ne pas se voir conduit à la CPI ou bien de ne pas voir Fatou Bensouda à sa trousse. Peut-être même il a déjà convaincu Bensouda, il a déjà envoyé des gens pour dire Bensouda, c'est un malhonnête, il est capable de le faire. N'oubliez pas, il a été en Angleterre, hein, Soro Guillaume. Dans cette tournée européenne, il a été en Angleterre, peut-être il a croisé Bensouda. Ou bien il a envoyé un représentant pour voir la Gambienne, pour lui dire certaines choses. C'est quelqu'un qui est malhonnête et il est capable de tout. Baiser et Vic Cielo, je ne me trompe pas, c'est la vérité. Non, c'est pas idée, parce que quand on parle, vous dites on donne idée, mais si on ne creuse pas en profondeur, comment les gens vont comprendre? Parce que quand on parle comme ça, non, on doit parler, parce que rien n'a à écarter. Rien n'est à écarter. Parce que peut-être ce que je dis, d'autres ne savent pas. Donc, ils ne vont pas penser à ça. Peut-être Soro Guillaume a déjà fait ça. Donc, ce sont des choses qu'on développe pour que le gouvernement ivoirien puisse voir largement. Parce que quand on est dans un tel truc, dans une telle situation, tous les coups sont permis. C'est-à-dire où tu ne t'attends pas à l'adversaire, à ton adversaire, c'est là-bas, il frappe. Donc, il faut élargir le périmètre de vue pour que les uns et les autres comprennent. Mais si on veut parler comme ça, dans le but de dire, il ne faut pas donner les idées à ceux qui sont en face, mais ceux à qui on parle, là, ils ne vont pas comprendre. Il faut rentrer, c'est ça on a dit, on appelle rentrer en profondeur. Il faut rentrer en profondeur. Donc, le fait de dénoncer et de voir tous les périmètres, ce n'est pas pour donner idée à qui que ce soit. Mais c'est pour dire aussi au gouvernement que faites attention parce que là où vous pensez que Soro ne peut pas arriver, peut-être il est déjà arrivé là-bas. Donc il faut aussi tenir compte de ça. Faut pas, on va minimiser l'homme pour dire non, il est limité, il ne peut pas arriver. Non. Il faudrait qu'on tienne compte de tout ça. C'est ça aussi
Soro Guillaume, il est en Europe ici, il ne dort pas. C'est pas quelqu'un qui dort. Il se déplace. Partout en Europe, il va en Angleterre, en Belgique, en France, en Suisse, partout en Allemagne, il va partout. Il va partout. Donc voilà. Est-ce que ce qui se passe là, Emmanuel Macron a déjà dénoncé ça? C'est Jean-Yves Le Drian qui dénonce. Mais quand il dit, ils ont lutté diplomatiquement, et que Yves Le Drian est allé du côté d'Alassane, et que Macron est venu chez lui, mais vous comprenez, depuis ce qui se passe, les tueries et tout, Macron ne dénonce pas. C'est Yves Le Drian qui défend un peu la paix en Côte d'Ivoire. Mais en dehors de lui, quel truc, autre personnalité française qui condamne ça? Qui? Mais les ONG, d'autres ont publié un truc d'une ONG américaine. Là. Mais vous savez que certaines ONG américaines sont contre le gouvernement de Trump. Donc l'ONG qui a publié ça, là, c'est une ONG qui n'est pas compatible avec le gouvernement de Donald Trump. Donald Trump lui-même, il est contre tout ce qui est l'ONU, Amnesty International, tout ce qui est ONG, lui, il est contre ça. Lui, il s'en fout. C'est quelqu'un, il met coup de pied dans la fourmilière. C'est quelqu'un, il met coup de poing partout. Il s'en fout. Non, il a sa vision. On doit prier Dieu pour ne pas qu'il soit élu président. Sinon, s'il est réélu président, vraiment, c'est pas bon. On doit prier Dieu. Donc, en France, tout ce qui se passe là, ils n'ont jamais... Parce que, vous savez, si la France n'était pas avec Soro Guillaume, la France allait menacer Soro Guillaume pour dire « Arrête tes bêtises ». Sinon, on sera obligé de t'accompagner en Côte d'Ivoire, de te remettre à la Côte d'Ivoire. Mais la France ne parle pas. Elle s'en fout. Elle s'en fout. Et Soro Guillaume, il caque. Ça veut dire qu'il compte sur quelque chose. Et tu ne peux pas lancer un défi à un gouvernement qui a tous les leviers en main et dire que Ouattara, il ne sait pas ce qu'il risque. Et qu'il va aller en prison. Il va s'asseoir par terre. Et toi, Soro Guillaume, tu vas lui donner des conseils. Et que son pouvoir est fini. Mais quand Soro Guillaume, il tient ce genre de discours, et quoi? C'est parce qu'il fait confiance à certaines choses. Donc, Alassane Ouattara et son gouvernement, si nous, au sein du RADP, on est intelligent, faut plus, on va trop confier notre sécurité au service de renseignement français. On doit diversifier les services de renseignement. Je répète encore, Alassane Ouattara, s'il veut réellement protéger les Ivoiriens et les Ivoiriennes, il ne faudrait pas qu'il se fie totalement au service de renseignement français. Parce que si le président français lui-même, il est ambigu dans sa prise de position vis-à-vis de ce qui se passe entre Ouattara et Soro, il est bizarre. Ce ne sont pas les services de renseignement qui vont être corrects avec la nation ivoirienne. Il faudrait que ça soit clair. Donc Ouattara ne doit pas faire confiance à 100% au service de renseignement français. Et deuxième point, si Alassane Ouattara veut éviter une surprise, il faudrait qu'il loue une armée étrangère. Je ne parle pas d'armée africaine. Parce que les Africains, ce sont des corrompus. Nous, Africains, on le sait. On est tous corrompus. Il ne s'agit pas d'aller chercher des petits soldats au Burkina, des petits soldats au Mali, ou bien entre nous Ivoiriens, ou bien des petits soldats au Cameroun ou au Nigeria pour dire non, sécurité. Écoutez-moi, si Alassane Ouattara veut réellement la stabilité en Côte d'Ivoire, pour ne pas se laisser surprendre, il doit louer une armée étrangère professionnelle d'une grande puissance, en laissant la France de côté. Laissez la France de côté. Prenez une autre armée professionnelle pour sécuriser toutes les grosses têtes du pays et les biens publics. Ainsi, cela va refroidir les ardeurs de Guillaume Soro et ses rebelles qui sont au sein de l'armée parce qu'ils savent que si jamais ils déclenchent des hostilités, ils vont trouver sur le chemin des soldats aguerris, professionnels, qui sont bien équipés, mieux que en ce moment-là, ils vont avoir peur. Ils vont dire, Soro, ce que Ouattara a loué là, vraiment, on ne peut pas leur déclarer la guerre parce que si on fait l'erreur, ils vont nous neutraliser. Et Soro Guillaume, vous allez le voir, il va se taire. Mais c'est parce que Ouattara autour de lui, ce sont les petits Ivoiriens. Et parmi eux, ceux même que Alassane pense qu'ils sont fidèles à 100%, ils sont républicains, parmi eux, il y a des corrompus. Africain ne peut pas finir de surprendre les gens. Black never garanti. Écoutez-moi,
Black never garanti. Africain n'est pas garanti, mes frères. Africain n'est pas garanti. Et où tu ne t'attends pas, un noir, c'est là-bas, il sort. Où tu penses qu'il est fidèle à 100%, à ce moment-là, il te fait un coup tordu, tu dis, putain, mais j'ai fait confiance à cet individu et c'est lui qui me fait ça. Mais oui, ou bien vous n'avez jamais vu ça dans vos vies. Même deux personnes qui s'aiment, tu fais tout, et puis à un moment donné, tu vois la personne, tu dis, putain, c'est lui-là qui m'a fait ça, je n'avais jamais imaginé qu'il allait me faire ça. Mais cela arrive. Mais c'est comme ça aussi l'armée. Et donc, pour ne pas ignorer une piste quelconque, cette semaine, je dis bien à partir de demain, jusqu'au 31, ça sera des jours qui seront vraiment des jours très tendus. Chacun sera sur le qui-vive. Chaque Ivoirien ne s'éloignera pas de sa maison. Et le gouvernement ivoirien doit faire très attention pour garantir la stabilité et même pour la sécurité d'Alassane Ouattara. Parce que le noir n'est pas garanti. Alassane doit louer une armée. C'est ce que le président centrafricain il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme il sait que la France joue un petit double jeu en Centrafrique, sa sécurité là, ce sont les trucs de Wagner, les Russes qui sécurisent son truc. Les gardes rapprochés là, il allait prendre des Russes, on les appelle les Wagner. C'est eux qui sont venus le sécuriser. C'est eux qui le sécurisent. Et ils sécurisent sa présidence, ainsi que les ministres et tout. Donc, du coup, les petits rebelles là, ils ne peuvent pas venir. Les Français ne peuvent pas venir bombarder parce qu'ils savent qu'il y a des soldats russes. Les bombarder, c'est égal à déclarer la guerre à la Russie. En ce moment-là, ça ne va pas. Ça ne peut pas aller. Donc, ils seront obligés de dire, dénoncer, non, la Russie est là-bas. Mais ils peuvent dénoncer, mais ils ne peuvent plus aller jusqu'au bout. Quand ça va aller au Conseil de sécurité pour dire sanctions, il aura aussi droit de veto. Pour dire qu'il n'y aura pas de sanctions. Si toi, France, tu veux sanctionner seul, il faut sanctionner. Mais en tout cas, l'ONU ne peut pas sanctionner. Tu ne peux pas te cacher derrière l'ONU pour sanctionner qui que ce soit. À ce moment-là, ça fait boucher la bouche de la France. Alassane doit voir ça. Sinon, s'il laisse ses petits soldats, moi, les soldats ivoiriens, je respecte l'armée ivoirienne, je n'en disconviens pas. Mais comme le noir n'est pas garanti, je répète, le noir n'est pas garanti, il faut faire très attention avec ces soldats-là. Parce que les armes achetées par le gouvernement ivoirien risquent de se retourner contre le gouvernement ivoirien. S'il n'y a pas des vrais soldats professionnels qui vont faire peur à ces petits rebelles qui se sont infiltrés au sein de l'armée, ils risquent d'utiliser les armes d'Alassane pour se retourner contre lui. Ceux qui sont les pilotes et tout, il y a des hélicoptères qui ont été achetés et tout. Mais ces pilotes-là, qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a pas de traite? Ben, si on les laisse prendre ces hélicoptères pour dire qu'ils vont aller bombarder, en l'air là-bas, ils vont détourner les hélicoptères pour aller bombarder Ouattara lui-même. Ah oui, tout est possible. Donc ces hélicoptères-là, il ne faut pas laisser ça à ces noirs, à ces soldats noirs-là pour dire allez-y sur le terrain bombarder les terroristes. Il faut laisser ça à des soldats professionnels, étrangers, qui ne sont pas à la solde de Guillaume Soro. C'est-à-dire des soldats que le gouvernement lui-même il fait envoyer, qui n'ont aucun lien avec Guillaume Soro. En ce moment-là, eux, ils ne vont pas écouter Guillaume Soro. Ils vont écouter Ouattara, les Ahmed Bakayoko. C'est parce qu'ils sont venus en leur nom. Donc, ils feront tout ce qu'ils leur diront. Les hélicoptères, les drones dans les mains des petits soldats ivoiriens, ils risquent d'utiliser ça pour se retourner contre le gouvernement ivoirien. Ne soyons pas surpris. Si vous voyez un hélicoptère là en train de bombarder la résidence, vous n'avez pas vu en Turquie? Erdogan, vous avez vu ça, non? Ce sont les militaires eux-mêmes qui pilotaient les avions, les hélicoptères, ils se sont retournés contre Erdogan. Ils ont commencé à pilonner. Dieu merci que eux tous, ils n'étaient pas corrompus. Et que la Russie avait aussi donné son coup de main. Et donc, ils ont réussi à déjouer ce coup d'État. D'autres ont pris les hélicoptères militaires pour fuir et aller en Grèce. Beaucoup ont été arrêtés. Donc, vous comprenez, les soldats ne sont pas garantis. Hélicoptère, c'est bien beau de voir les armes de guerre, les nouvelles armes, les chars. Mais ceux qui vont piloter ça là, est-ce que vous avez regardé dans leur cœur? Est-ce qu'ils sont à 100% républicains? Ils aiment Alassane. Parce que c'est des aigris, hein, des gens qui sont hypocrites.
Ils peuvent ne pas aimer Alassane, ils vont taper garde à vous. Oui, patron, Europe, Europe. Et puis, le jour J, ils vont dire, ah, soldats, on dit, il y a des miliciens, les combats se déroulent. Prends l'hélicoptère, va laguer des bombes. Ils vont bien armer ça. Dès qu'ils soulèvent, ils se retournent contre le président, ils commencent à bombarder. Mais ça sera une surprise. Et ça va être le chaos total. La panique totale. Et tes propres armes que tu as achetées, les individus à qui tu as confié ça, ils se retournent contre toi pour te bombarder. Tu fais comment pour arrêter ça? Tu fais comment pour les arrêter? On n'a même pas des bons missiles anti-aériens. On fait comment pour les arrêter s'ils se retournent contre nous? Et donc, ce qui veut dire que les rebelles vont avoir des hélicoptères, des drones aussi à leur disposition. Et donc, ça devient une guerre très intense. Il n'y a plus... Le combat devient équilibré sur le terrain. Et quand c'est comme ça, c'est très difficile. Où toutes les frontières sont fermées, on ne peut plus louer des soldats à l'international pour venir protéger. Tout est verrouillé. C'est mou. On fait comment? Avant qu'il ne soit trop tard, Ouattara et son gouvernement doivent dès à présent passer la commande des vrais soldats aux étrangers, des grandes puissances qui connaissent, qui ont tous les appareils à leur disposition, qui vont faire peur aux petits rebelles de Guillaume Soro. Quand ils vont voir qu'autour de Ouattara, c'est des blancs qui sont là, qui surveillent Ouattara, lourdement armés. La lecture des yeux, ils contrôlent tout ce qui bouge. Ils vont dire, putain, mais Ouattara, ah, il allait trop loin, on ne peut plus rien faire. Parce que là, si on joue, ils risquent de nous désarmer et nous mater. Vous allez les voir, ils vont se calmer. Guégué, si tu raisonnes comme ça. Mais Camara, Mansourou, c'est toi, tu dis, si je raisonne comme ça, je vais perdre mon... Mais je dis la vérité, c'est que je vous dis là, parce qu'il y a des gens, ils ne pensent pas trop loin. Ils limitent leur pensée. Ben, quand ils voient les trucs, les soldats, non, tous, écoutez-moi, qui aurait imaginé que Magou allait laisser Gbagbo? Les Kassaratins allaient fuir Gbagbo, mais Gbagbo avait confiance en eux. Il avait confié même la poudrière à ceux-là. Mais si vous là, ils allaient prendre ses armes pour se réunir contre Gbagbo. Oh, pourtant, il avait confiance en eux 100%. S'il savait que c'était des traîtres, il y a longtemps, il allait les changer. Mais c'est parce qu'il avait confiance en eux. Tu n'as pas confiance à quelqu'un et puis tu dis qu'il n'a qu'à être chef d'état-major de l'armée. Depuis quand vous avez vu ça? Quand tu as confiance à quelqu'un, c'est là que tu lui confies un poste si important. Mais si tu n'as pas confiance à lui, tu lui confies ça pourquoi? Mais s'il s'était rendu compte que c'était des traîtres et qu'il jouait un double jeu, mais il n'allait pas confier ses Magou à ses postes, à ses Gabi Point, à ses Kona Boniface et consorts. Ils étaient nombreux. Mais il n'a rien vu venir parce qu'il jouait l'hypocrisie devant Gbagbo. Oui, et Magou tenait des discours en faisant croire à Laurent Gbagbo qu'il était fidèle à lui. Et quand Gbagbo regardait ça, il rigolait, il apportait ses verres noirs, il dit oui, j'ai des vrais militaires. Mais le jour J, ils ont fait quoi? Ils ont fui. Le jour J, ils ont fait quoi? Mais ils ont déserté. Ce qui veut dire, dans la vie, il ne faut pas faire confiance à qui que ce soit. Faites attention. Ben, toi qui me dis, si tu raisonnes comme ça, tu vas... Je te dis la vérité. Et les grosses têtes du gouvernement, les hautes personnalités, si des gens m'écoutent, ils vont comprendre que ce que Guégué dit là, il faut aussi prendre ça au sérieux. Parce que rien n'a écarté. Rien n'est à écarter. Quand c'est comme ça, il faut étudier toutes les pistes. On vous dit la vérité. Vous ne voyez pas en Syrie des généraux auxquels Bachar al-Assad a fait confiance. Mais le jour J, ils se sont retournés contre lui. En Turquie, mais Erdogan ne savait pas que des généraux préparaient un coup d'État contre lui. Parce que s'il savait, il allait empêcher le coup d'État. S'il savait, il allait empêcher ces gens-là d'opérer le coup d'État le jour J. Mais il a fallu un service de renseignement étranger pour lui dire, aujourd'hui, c'est le jour J, là, ils l'ont averti pour dire qu'il va avoir un coup d'État. Mais ceux à qui il faisait confiance, c'est ceux-là qui avaient préparé le coup d'État. Et ceux qui étaient autour de lui, là, c'est eux qui devaient l'éliminer. Mais est-ce qu'il avait imaginé que des gens qu'il avait nommés, ceux qui suivaient sa résidence, ils étaient dans le coup? Ils ne savaient pas. Mais tu ne peux pas garder quelqu'un comme garde-corps de ta résidence, là où tu dors, si tu sais que ce dernier est un danger pour ta personne et ta famille. Mais lui, il ne savait pas. C'est parce qu'il a été averti, il était sorti. Avant qu'il revienne,
On l'a averti pour dire ne repars pas à la maison parce qu'il y a un coup qui se prépare et ça va se déclencher dans peu de temps. Donc cache-toi. Et c'est comme ça il a fui. Mais s'il revenait à la maison, ses propres gardes de corps allaient la battre. Mais il ne savait pas. Après ce coup échoué, il les a arrêtés eux tous. Au moins 50 000 individus qu'il a arrêtés. Mais est-ce qu'il savait qu'au sein de son armée, qui est professionnelle, il y avait 50 000 personnes qui étaient corrompues et infiltrées dans le but de le renverser? Il ne savait pas. Donc en Côte d'Ivoire, ne pensez pas que non. On a vécu ces mêmes choses tout récemment. Ne pensez pas que parce qu'Alassane est au pouvoir et que sous son régime, des gens sont rentrés là-bas dans l'armée, que vous pensez que tous ils sont pour Alassane. Il y a des gens qui se sont infiltrés dedans dans le but de combattre Alassane demain. Vous ne devez pas aussi ignorer ça. Parce que quand tu présentes ton identité pour dire je veux être militaire, qui voit dans ton cœur? Est-ce qu'on peut opérer le cœur pour voir pourquoi tu rentres dans l'armée? On ne peut pas. Tu vas tout faire pour dire non, je suis loyal, je suis loyal. Oh, pourtant, tu as une idée arrêtée. Tu sais pourquoi tu veux être militaire dans le but de se retourner contre Alassane Ouattara. Et Soro Diom, il le savait. Parce que quand les gens étaient recrutés, Soro Diom, il était encore président de l'Assemblée nationale. Donc peut-être il a poussé une bande d'individus pour dire allez-y, vous infiltrez dans l'armée ivoirienne parce que le jour J, je dois compter sur vous pour renverser Ouattara. Tout cela, ce n'est pas écarté. Et Ouattara leur a donné une formation professionnelle. Ils ont été très loin, ils se sont formés. Mais peut-être parmi eux, il y a des infiltrés de Guillaume Soro. Donc, quand il parle très fort, il sait sur quoi il compte. On vous parle déjà, vous dites, Guégué, ne raisonne pas. Je raisonne comme ça. Si tu es borné dans ta tête, dégage. Mais en tout cas, moi, Guégué complet, je vais en profondeur pour prévenir les uns et les autres. Il n'y a pas de risque zéro. Il ne faut pas te dire que même au village là-bas, vous ne voyez pas. Ton propre frère, sur qui tu comptes, tu as confiance. Et c'est lui qui te donne son céleri. Est-ce que tu avais imaginé un instant que ton propre frère, ou ta propre mère, ou ton père peut te livrer en sorcellerie? Mais tu crois en eux. Si quelqu'un dit, mais ton père, c'est un truc, tu vas dire, oh, va-t'en. Tu vas même faire palabre avec lui. Parce que tu vas dire, il a insulté ton père de sorcier. Mais pourtant, tu te bats contre celui qui te prévient. Tu vas te battre avec lui, peut-être même tu vas lui casser la gueule. Mais il t'avertissait pour te sauver du danger. Et quelques années plus tard, ou bien quelques mois plus tard, ton propre père, là, c'est lui qui te bouffe. On dit, oh, il est mort, il est mort de quoi? Et ton père, il va mourir, son céleri n'est pas pire. Si je savais, mais il t'a mangé. Oh, pourtant, tu crois en lui. Tu te dis, il t'a mis au monde. Il a tout fait pour toi, il ne peut pas te faire du mal. Mais c'est lui-même qui te bouffe. Donc, si ton propre parent peut te bouffer, c'est quelqu'un qui n'est pas ton parent, qui est tout simplement dans l'armée, qui ne peut pas te déclarer la guerre. Écoutez-moi, réveillons-nous un peu, prenons conscience. C'est important. Ne soyons pas bornés pour dire quelqu'un, ne réfléchis pas comme ça. Si tu réfléchis, je ne suis pas contre Alassane Ouattara. Je suis pour Alassane Ouattara, donc c'est un avertissement. Je suis là et élargir les périmètres pour avertir le gouvernement. Le noir, il ignore certaines choses. Le noir, il minimise certaines choses. Et c'est quand ça arrive, il dit ainsi. Ah, donc j'avais écarté cette piste. Il ne faut jamais écarter aucune piste lorsque l'heure est grave et que les moments sont chauds. On ne sait pas qui est qui. Alassane doit aller prendre des gardes de corps à l'étranger. Pas des gardes de corps africains, mais des gardes de corps à l'étranger. Il y a, en dehors de la France, il y a des soldats allemands, il peut les prendre, des soldats turcs, il peut les chercher, des soldats iraniens, il peut les chercher, des soldats israéliens, il peut les chercher, des soldats russes, il peut les chercher, des soldats, en tout cas, il y a toutes sortes de soldats, des soldats canadiens, il peut les chercher parce qu'il y a des groupes paramilitaires qui vont en mission à l'extérieur dans le but de protéger des personnalités ou des biens publics et tout. Il suffit de donner l'argent et puis eux, ils vont venir sécuriser la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas histoire de l'ONU parce que l'ONU, il y a des corrompus. Il n'a qu'à prendre des soldats paramilitaires d'un pays puissant étranger pour venir sécuriser les Ivoiriens, c'est tout. Le jour où les Ivoiriens vont grandir, ils seront très intelligents et ils seront républicains. En ce moment-là, on ne va plus louer des soldats à l'étranger pour sécuriser les élections ou sécuriser nos autorités. Mais pour le moment, l'Ivoirien n'a pas encore compris. Il se laisse manipuler et il est un peu bizarre dans la tête. Donc pour ça, sachant bel et bien cela, il faut prendre les bonnes mesures avant qu'il ne soit trop tard.
Donc, sur ce, mais les Wagner sont là, Alassane peut les louer tout de suite, ils vont venir. Il suffit de demander aux Russes et puis ils vont vous amener au moins 200 soldats. Et puis c'est fini. Pas assez. Ce sont des gens qui sont professionnels. 200 militaires, Wagner, et puis ils vont sécuriser tout de suite. C'est-à-dire Alassane, il met autour de lui 20 personnes professionnelles qui sont là. Maintenant, les autres, là, ils vont sécuriser les points stratégiques, la RTI, la télévision, la présidence, la résidence. Ils vont sécuriser ces points stratégiques, les entrées, les sorties. Ils vont se positionner là-bas. Ils vont diriger les opérations sur le terrain. Vous leur donnez une carte de la Côte d'Ivoire. Ils ont ça dans leurs mains. Ils savent comment diriger les opérations. Telle ville, ça, où. Et puis ils vont diriger. Et puis Soro Guillaume ne pourra plus rien faire. Même si la France a comploté avec Osoro Guillaume dans le but de faire tomber Alassane, quand la France va voir une armée aussi bien entraînée comme les soldats français, professionnels comme les soldats français, qui aussi ont leurs propres satellites, qui peuvent à un moment donné demander à leur pays de leur fournir des images satellitaires de leur pays pour garantir la sécurité de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir la France, elle ne pourra pas intervenir militairement parce qu'elle sait que ceux qui sont sur le terrain, intervenir et les éliminer est égal à déclarer la guerre à l'autre pays. Donc ils vont crier. Ils ne pourront pas aller loin. Ils vont crier mais ils ne peuvent rien faire. C'est tout. C'est tout. Donc je pense qu'ils vont prendre soin de tout ça. Et c'est ce que je dis. Avant le 31, c'est avant le samedi, Ouattara n'a qu'à louer des gens. Ce n'est pas des mercenaires. C'est pour garantir la sécurité aux Ivoiriens, c'est tout. Ce n'est pas pour aller tuer des Ivoiriens ou bien non. Ils ne vont pas là-bas pour commettre des crimes. Ils vont là-bas pour empêcher les petits soldats de Diop Soro qui se sont infiltrés dans l'armée de vouloir se révolter. Parce que quand ils vont les voir, ils vont s'apaiser, ils vont se calmer. Ils vont dire à Diop Soro, où a fait l'arrivée, on ne peut plus rien faire. Et ceux qui sont en face, si on rigole, ils vont nous éliminer. C'est des soldats qui sont des professionnels, hein, ce n'est pas n'importe quoi. Vous comprenez? C'est des gens qui ont été sur plusieurs fronts. Ils ont été sur des fronts des Arabes, où les Arabes font la guerre. Vous connaissez les Arabes? Ils mettent ceinture sur lui, ils s'explosent. Eux, ils ont été là-bas pour sécuriser des trucs. Hein. C'est pas de n'importe truc. Hein. Non, c'est pas les petits soldats ivoiriens qui vont les effrayer. Des gens, ils sont sur le terrain, ils voient des armes lourdes ou toutes sortes d'armes. Les drones, les avions de guerre, toutes sortes de missiles, ça sort les missiles Grad, tout. Et puis ils ont été sur le front pour aller défendre une cause. Ils ont pris des positions et ils sont restés toujours vivants. Ils connaissent la technique de la guerre. Ils savent comment il faut sécuriser des personnalités, des responsables politiques, comment il faut sécuriser les personnes et les biens publics. C'est ceux-là qu'il faut aller louer pour les envoyer là-bas. Ils vont gérer le mouvement. Même si Ouattara il veut des soldats turcs, ils vont débarquer là-bas. Il suffit de voir l'ambassadeur turc pour négocier, pour dire c'est très urgent, on les veut immédiatement. Voici, ils vont débarquer automatiquement. C'est des soldats aussi qui sont professionnels. Des soldats russes, il suffit de voir l'ambassadeur russe en Côte d'Ivoire et parler. Ils vont tout de suite signer un contrat. Ils vont dire, bon, il y a des Wagner, on vous les envoie. Un cargo, puis rapidement, ça y est, en Côte d'Ivoire, ils descendent à l'aéroport d'Abidjan, à l'aéroport Feu Félix, vous voyez, on leur montre ce qu'ils doivent faire, leur mission. Bon, voici, et puis tout. Ils sont au travail. Dès que les élections passent, on les laisse un moment donné pour que, voilà, on les laisse au moins après les élections, 6 mois après les élections, on les laisse un peu jusqu'à 6 mois. Et quand tout est bien, on leur dit, bon, merci, vous avez, voilà, stabilisé le pays, vous nous avez aidé pour la sécurité, vous pouvez repartir, nous, on prend la sécurité en main. Pendant ce temps, Alassane a déjà enlevé tous les soldats dangereux, il va les arrêter pour les foutre au gnouf. Et puis bon, on met des nouveaux soldats qui ne sont pas corrompus, qui peuvent garantir la sécurité du peuple ivoirien. Et c'est tout. Et la Côte d'Ivoire avance. Abonnez-vous sur la page et partagez le direct, c'est très important. Donc je pense qu'Alassane Ouattara, il va voir ce côté-là. C'est très important. Mais ce côté-là, Gbagbo a ignoré ça. Il avait cru que c'était de la plaisanterie. Mais si Gbagbo, à son temps, il avait loué ces gens de soldats, je vous assure que les magouilles, ils n'allaient pas déserter. Hein, parce qu'ils allaient avoir une certaine confiance. Pour dire,
ils n'allaient pas déserter et beaucoup, Babo n'allait pas quitter là, la France n'allait pas intervenir militairement. C'est parce qu'il a ignoré ça. Si Kadhafi, pendant qu'il était menacé, s'il négociait ces genres de contrats, je pense qu'ils n'allaient pas intervenir militairement pour le bombarder. C'est parce que Kadhafi n'avait pas chez lui des soldats étrangers d'un pays étranger avec qui il a signé pour dire envoyez-moi vos soldats pour protéger la Libye. Il n'avait pas ça. Il avait minimisé. Il dit je vais mater NATO, je vais mater l'OTAN. C'est pas ça qui compte. Parler, ça y est à pas, et agir, ça y est à pas. C'est différent. Et quand tu minimises l'adversaire, et puis tu dis, le peuple peut être déterminé. Le peuple peut être là. Mais ceux qui sont en face, s'ils sont déterminés à vouloir te faire du mal, à un moment donné, chacun se cherche. Hein. La population n'est pas armée. Quand c'est trop chaud, c'est dès le début, la population se montre. Oh, on supporte. Mais quand c'est chaud là, écoutez, chacun enlève les quais, il court pieds nus, il se sauve. Vous n'avez pas encore vu ça. Nous, les membres du RADP, on parle, oui. On va se mobiliser pour soutenir Ouattara. Mais si c'est chaud, même là, on va fuir. Chacun va laisser son t-shirt en train de courir pour se chercher, pour se cacher, pour se mettre à l'abri. Tu n'es pas armé, tu fais quoi, mon frère? Tu sauves ta peau. Donc, pour ne pas que cela arrive, pour ne pas qu'on laisse Alassane lui seul face au problème, je lui donne des solutions pour protéger le peuple ivoirien et se protéger lui-même, protéger aussi le pouvoir. Parce qu'avec ce pouvoir, nous avançons. Avec ce pouvoir, nous réussissons dans le combat ou dans les différents combats dans lesquels la Côte d'Ivoire s'engage. Le développement sur le plan économique, le plan éducatif, le plan sécurité et tout. Mais si on minimise ça et que ce pouvoir se met en danger, écoutez-moi, la Côte d'Ivoire va reculer à des milliers d'années. Obscur. Pour finir, on va parler de Soro Diop encore dans une autre vidéo, mais pas dans celle-là, où il dit il a financé Ouattara, il finançait Ouattara. Bon, ça c'est encore un autre sujet et tout. C'est une autre vidéo, mais on la fera peut-être ce soir ou demain. Mais j'aimerais dire aussi que où on retire les cartes électeurs en Belgique, parce qu'ils ne nous ont pas informés. Ici en Belgique, là, on est nombreux, hein? On est quitté à Liège le jour où on partait se faire enrouler. On est parti se faire enrouler et tout. Mais ils ont publié la liste des bureaux où les gens de la France pouvaient retirer les cartes d'électeurs. Mais ils n'ont pas publié celle de la Belgique. On ne sait même pas où les gens retirent leurs cartes d'électeurs. Et il reste, hein? Il nous reste combien de jours? Il nous reste au moins 6 jours. Les élections vont avoir. Et nous, on attend. Ils ont pris nos adresses. Aucun message ne nous est encore parvenu pour dire bon, parce qu'ils nous avaient dit, quand ça allait être prêt, ils allaient nous envoyer des messages, ou bien ils ont pris nos numéros, ils allaient nous appeler. Mais rien du tout, on ne voit rien, ils n'ont pas publié une liste sur Internet, personne ne sait où on peut retirer les cartes électeurs. On fait comment pour retirer? Mais si on ne retire pas, on ne peut pas voter. Or, la Belgique, il s'agit de Luxembourg, Belgique et la Hollande, donc c'est 3 pays regroupés. Et donc les habitants de ces 3 pays qui sont d'origine ivoirienne doivent normalement retirer les cartes électeurs en Belgique. Mais on ne sait même pas les endroits où on doit les retirer, les endroits où on doit aller voter. Ils n'ont même pas publié ça, ils n'ont même pas... Écoutez, à un moment donné, on doit être sérieux. Mais ceux qui se sont mis au devant de ce processus ici en Belgique, mais ils doivent communiquer. Vous voulez qu'on vote, mais vous ne nous dites pas là où on doit aller voter. Tout le monde n'habite pas dans la même ville. Chacun habite dans son pays. Chacun habite dans sa ville. On fait comment? On se retrouve où? Où on retire les cartes d'électeurs. On n'a pas encore... Oh, il reste 6 jours. Et ils vont dire non, c'est fini. Oh, pourtant, ils n'ont même pas communiqué. Ils ne nous ont pas dit où on devrait... Donc, j'ai mon truc, mon reçu qu'ils m'ont donné quand je me suis fait enrouler. Le reçu est là. Ils ne nous ont rien dit. Je me renseigne depuis, beaucoup disent qu'ils n'ont pas retiré les cartes d'électeurs parce qu'ils ne savent pas. Ils n'ont aucune information. Ah, mais le site de l'ambassade, quand on se faisait enrouler, ce n'est pas sur le site de l'ambassade, on a vu l'information. Là où on s'est fait enrouler, ce n'était pas à l'ambassade. Donc, si le site de l'ambassade, ce n'est pas tout le monde qui va sur le site de l'ambassade. Il faut publier, il faut faire une liste, il faut publier les choses. Il faut communiquer.
Ils doivent communiquer, faire une vidéo ou à la RTI pour situer les gens. À la RTI, par exemple, un soir à 20 h, ils peuvent dire les habitants de la Belgique, tant, au cas des lecteurs. Et donc, nous, on sait que la RTI a fait passer les informations. On se rend là-bas. À la RTI, on peut informer ou bien sur les réseaux sociaux. Ceux qui sont au devant, qui sont chargés de tout ça, ils peuvent faire une vidéo pour dire tous ceux qui doivent retirer leur carte d'électeur, voici les endroits où vous pouvez les retirer, les endroits où vous pouvez aller voter. Mais ils ne nous disent rien. Et ils mettent ça sur le site de l'ambassade. Oh, pourtant, quand on partait se faire enrouler, ce n'était pas sur le site de l'ambassade. C'était une liste qui circulait et donc chacun savait l'adresse sur laquelle il devrait se rendre pour aller se faire enrouler. Maintenant, pour retirer, on dit c'est sur le site de l'ambassade. C'est pas comme ça. Vous allez faire, il n'y aura pas assez de trucs d'électeurs à la diaspora. Même en France, les gens ont des problèmes pour retirer leur carte d'électeur. Quelqu'un m'a contacté, il m'a dit, il faut faire passer l'information parce que c'est difficile en France. Là-bas, ils ont dit que même à 19 h, c'est ouvert. Donc, les gens peuvent venir retirer leur carte d'électeur et que ça se ferme à 19 h. Donc, d'autres, ils vont au travail à 17 h, ils se rendent là-bas. Dès qu'ils se rendent là-bas, on dit non, c'est fermé. Or, pourtant, sur la liste, ils ont dit non, ça ferme à 19 h. Or, les gens, ils doivent se battre pour travailler. Ici, en Europe, tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Qui va payer ta maison? Donc, si ça ferme à 17 h, donc les gens ne vont plus aller au travail. Ils n'ont qu'à... C'est une période qui est courte. Donc, il faut permettre à tout le monde de retirer sa carte d'électeur. Et les gens, ils sont en ligne, ils se mettent en rang, ils sont nombreux comme ça. Je ne sais même pas si c'est déjà fermé, on ne peut plus retirer. Je ne sais même pas, ça prend quand? Jusqu'au 20 octobre 2020, inclus le 10 h à 18 h. 20 octobre est déjà passé. Donc, on ne peut plus retirer. Vous voyez? On dit jusqu'au 20 octobre. Donc, moi, je n'ai pas pu retirer pour moi. Et on est nombreux comme ça. Personne, par exemple, on ne savait pas que c'était à l'ambassade. Hein? Vous voyez? Vous voyez, ça y est là. Ils ont dit jusqu'au 20 octobre. C'est tout de suite. Quand vous m'avez parlé, je suis allé sur le site. C'est déjà passé. Voilà ça. Le 20 octobre est déjà passé. Hein? Et on est nombreux comme ça. Personne ne sait. Personne ne sait qu'on retirait des trucs. À Bruxelles, le 15 octobre jusqu'au 20. Mais on ne savait pas. Donc, vous voyez, ils ont déjà fermé. Aujourd'hui, nous sommes au 24. Je pense 24 ou 25. Aujourd'hui, nous sommes 25 octobre. Demain, 26, on ne peut plus retirer. Donc, on savait dire, nous les autres, on ne peut pas voter. Parce que la communication n'a pas été cohérente. Ils n'ont pas fait la communication. Et beaucoup comme ça n'ont pas pu retirer leur carte d'électeur. Beaucoup. Ici en Europe. Et donc, on a réussi à mobiliser les gens. Nous qui avons mobilisé les gens. Nous qui avons battu campagne pour Alassane Ouattara. Ils ne nous ont même pas donné d'informations où on devrait retirer. Ils pouvaient nous informer pour dire, voici là où on retire. Dites ça aux gens qui habitent en Belgique, en Hollande ou Luxembourg. On pouvait faire des vidéos pour parler de ça. Et les gens, automatiquement, ils allaient savoir. Maintenant, ils n'ont rien dit. Personne ne savait. On n'a pas pu retirer quoi que ce soit. Donc, vous voyez, c'est déjà fermé. On ne peut plus retirer. Non, ils ont dit, non, 25 octobre, aujourd'hui est 25. Ici, ils ont mis 20 octobre 2020. Ils ont mis 20 octobre 2020. Donc, ce n'est pas 25 octobre, mais 20 octobre. Aujourd'hui est 25. Demain est 26. Donc, vous voyez, la communication, ceux qui sont au devant de ce processus n'ont pas communiqué. Ils ont été nuls dans la communication. C'est malheureux. Et c'est ce qu'on voit pour la CEI en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont au devant de ça, ils ne communiquent pas. Ils sont nuls. Mais si vous refusez de communiquer, faites passer l'information à ceux qui peuvent relayer cette information pour dire aux gens. Mais ils se taisent. Ils font tout en se fond. Non, non, mais il y a quel secret là? Dis aux gens là, vous allez encore faire ça en secret. Il y a quoi dans ça là? Permettre à Alassane Ouattara de gagner à l'international à un pourcentage très élevé. Mais vous vous taisez
Et ils vont dire, Alassane a eu 1% en Belgique. Il a eu combien de pourcents? C'est une honte. C'est une honte. Oh, pourtant, on était déterminé à donner un coup KO avec un pourcentage très élevé pour satisfaire le président parce qu'il a dépensé quand même tout l'argent qu'Alassane Ouattara a dépensé pour mobiliser les gens ici en Europe. En retour, vous vous taisez sur la communication, vous êtes incapable de partager les cas électeurs et beaucoup aujourd'hui n'ont pas pu retirer leurs cas électeurs, même que ce soit en France, ici, en Italie. Jusqu'à aujourd'hui, putain, je ne savais pas mes frères. Ça a été prolongé, ils n'ont même pas communiqué. Avez-vous une vidéo de ça qui atteste? Mais ils n'ont même pas parlé. Tout se passe sur Internet, sur les médias. Bureau de vote d'où, mon frère? C'est à l'ambassade qu'on vote. On ne sait même pas où on vote. En Belgique, ici. Est-ce que c'est à l'ambassade les gens se rendent pour aller voter? Parce que pour aller voter le 31, là, il faudrait que chacun sache là où il doit aller voter. Il faudrait qu'on nous donne les adresses. Aucune adresse n'est partagée. Toute cette mobilisation. Pour rien, même en France, c'est pareil. Donc, c'est vraiment... Moi, j'accuse le gouvernement ivoirien. Mais vous avez mis des gens incompétents, des gens qui sont nuls au devant de ce processus. Des incapables. Ils sont là, ils sont pressés pour dire non, donnez-nous ces postes. On leur donne ces postes, faites le travail. Nous, on a fait pour nous. On a mobilisé les gens. On a réussi à demander aux gens de se faire enrôler. On a mobilisé les gens, on a battu campagne. On a parlé d'Alassane Ouattara en bien. D'autres ont eu confiance à Alassane Ouattara. Des gens qui étaient PDCistes, eux-mêmes les gars, ils ont cru à Alassane Ouattara parce qu'on a fait un travail de fond. Maintenant, l'heure est arrivée pour partager les cas électeurs. Ils se taisent, ils ferment leur bouche. Et ils disent non, c'est à l'ambassade on partage les cas électeurs. On vote où? Est-ce que c'est à l'ambassade encore on va pour voter? On ne sait même pas. Où se trouve le bureau de vote? Si c'est à Bruxelles, ou à Liège, ou à Anvers, ou à Luxembourg, Hollande, on ne sait même pas. Et à quelle adresse se trouve ces bureaux de vote? On ne parle même pas. Tout est nul. Donc sachez bel et bien que ici en Europe, là, Alassane Ouattara, son pourcentage allait aller encore plus loin, mais malheureusement, beaucoup se sont fait enrôler, ils n'ont pas pu avoir leur cas électeur parce qu'ils n'ont pas communiqué et leur écoute pour aller retirer les cas électeurs. Leur écoute. Par les gens, quand ils finissent de travailler, ils se rendent là-bas, on dit non, c'est fermé. Écoutez, mais prolonger ça jusqu'à 19h ou à 18h. Et ceux-mêmes qui vont très tôt, ils se mettent en rang, ils n'arrivent même pas à retirer pour eux et puis ils se retournent encore. Vous trouvez ça normal? Même déployer des gens, si les personnels qui travaillent sont insuffisants, sont peu, et que ces personnels sont incapables de travailler correctement, mais doubler le nombre de personnes pour que le travail puisse aller vite. Maintenant, comme ils sont radins, ces gens qui ont décidé d'être au devant de ce processus ici en Europe, parce qu'ils ne veulent pas partager l'argent, ils sont avares, ils veulent tout prendre, ils sont deux dans le bureau, et ils veulent traiter dossier de trucs au moins 50 000 personnes ou 200 000 personnes. Oh putain, ils sont deux. Mais recruter d'autres personnes, vous voulez manger seul? Bande de lâches que vous êtes. Excusez-moi, mais ce n'est plus la faute à Alassane Ouattara. Alassane a dépensé beaucoup. Pour que tout se passe bien, mais ceux à qui il a confié la mission, qui sont venus en Europe ici, pour faire ça, ils n'ont pas pu faire le travail. Diaby Lassiné a été à la hauteur. Lui, sa mission, il a réussi sa mission. Sa mission, c'était de mobiliser les gens. Mais ceux à qui ils ont confié la mission de faire les cas électeurs, d'enrôler les gens, ils ont échoué. C'est des nullards. Ils n'ont pas été à la hauteur. C'est des corrompus. Il faudrait que ça soit clair. Et nous, les autres, on a battu cette campagne pour rien. On ne peut pas voter. Beaucoup n'ont pas pu retirer leurs cas électeurs parce qu'il n'y a pas eu de communication. Beaucoup. Aujourd'hui, ici, il y a 3 personnes déjà qui n'ont pas pu retirer leur case d'électeur. Parce qu'on ne sait pas. Des gens m'ont demandé, mais Djedje, tu fais des vidéos, demande
Les cas électeurs en Belgique, là, ça se retire où? Beaucoup ne savent pas. Vous mettez ça sur site d'ambassade. Est-ce que c'est à l'ambassade on s'était fait enrouler? C'est pas là-bas. On s'est enrôlé ailleurs. Et pour retirer, vous mettez ça. Mais est-ce que c'est tout le monde qui va sur site d'ambassadeur? Relayez l'information en dehors du site de l'ambassade. Vous pouvez mettre ça là-bas, mais mettez ça aussi ailleurs. Vraiment, je suis désolé. Vraiment, ça me fait mal. Je me suis fait enrouler pour rien. Je voulais donner... mais par rapport à ce qu'ils ont fait, on ne peut plus voter. Vous voyez, c'est malhonnête. Ils sont là-bas, ils se servent les poches, ils se remplissent les poches, mais ils ne font pas le travail qu'on leur a demandé de faire. Ils veulent tout faire en se fond. Le retrait des cas élèves, mais partagez, faites, c'est-à-dire, parlez, divulguez les messages, faites des vidéos, relayez ça. Mais écoutez-moi, ils ne font pas, ils mettent ça sur le site de l'ambassade et ils pensent que, mais c'est pas quelque chose qu'on doit cacher. C'est pas un passeport qu'on s'en va faire, c'est pas passeport. C'est pas l'ambassadeur qui donne les cas électeurs. Sa mission, c'est pas de faire les cas électeurs. Lui, sa mission, c'est de faire autre chose. La mission de la CEI est différente de la mission de l'ambassadeur. Pourquoi vous voulez mélanger tout? Ambassadeur, passeport, cas électeurs, ambassade. Pourquoi mélangez-vous tout ça? La CEI a sa mission. Pourquoi vous ne... Putain, merde, on ne peut plus rien faire. Hein? Oui, l'homme peut même pas voter. Ça me fait très mal. Ah, on peut retirer la carte le jour du vote. Ok. C'est une bonne nouvelle, mais on vote où? J'aimerais qu'ils mettent les adresses des différents bureaux de vote et les ressortissants de chaque ville. Ceux qui sont à Bruxelles, ils votent où? Ceux qui sont à Liège, ils votent où? Ceux qui viennent de Luxembourg, ils votent où? Ceux qui viennent de la Hollande, ils votent. Ils n'ont qu'à partager ça. Ou bien si c'est dans un seul bureau de vote, tout le monde doit voter, qu'ils mettent l'adresse où on doit aller voter. Comme ça, le jour du vote, la personne peut retirer sa carte d'électeur pour aller voter en même temps. C'est clair. Si c'est à l'ambassade, on vote. Dites-nous c'est à l'ambassade. On va aller remplir l'ambassade le 31. Si ce n'est pas l'ambassade, c'est où? Donnez-nous l'adresse. C'est clair. Mais si vous vous taisez, peut-être ceux qui retirent leur case électeur, ils savent où ils vont aller voter. Mais nous qui n'avons pas pu retirer parce qu'on n'a pas eu les informations, on ne saura pas où se rendre pour aller voter. Donc, ils n'ont qu'à nous informer, ils n'ont qu'à nous donner l'adresse de là où le vote se passe. La liste des différents bureaux de vote en Belgique, ici, ils n'ont qu'à nous donner cette liste. On saura où aller voter. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable bien compris. Ciao, vive la Côte d'Ivoire, vive la paix en Côte d'Ivoire, on est ensemble.